Alors selon le Muséum d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution, près de 10% des espèces animales et végétales auraient disparu sur Terre depuis le XVe siècle, et bien évidemment l'Amérique du Nord n'a pas été épargnée. Le cas le plus connu, il est préhistorique avec la disparition d'une race de cheval probablement par la surchasse jusqu'à sa réintroduction par les Espagnols à partir de la découverte et de la colonisation de l'Amérique. L'implantation du chat domestique a elle aussi bouleversé la faune des petits prédateurs américains et elle a contribué à la disparition de plusieurs espèces de petits chiens de chasse. Dans les actuels États-Unis, c'est surtout la question du castor qui a été médiatisée puisque sa surchasse pour produire notamment des chapeaux à destination de l'Europe a failli entraîner son extinction. Et c'est une innovation technologique qui a permis la création du chapeau de feutre qui le sauve. Pour le bison, c'est l'inverse. C'est un changement industriel et technologique qui a failli entraîner sa disparition au XIXe siècle. Il existe différentes espèces de bisons, comme le bison des plaines, nommé par erreur buffalo en anglais, mais aussi des variantes européennes. Ces bisons ou leurs ancêtres sont arrivés en même temps que l'homme en Amérique du Nord, au moins 10 000 ans avant notre ère, et l'historien Dan Flores pense qu'ils profitent du vide en quelque sorte laissé par l'extinction lors du Pléistocène d'animaux issus de la mégafaune qui leur étaient concurrents, en l'occurrence par exemple les mammouths. Le bison est un animal puissant. Les mâles peuvent dépasser la tonne et mesurer plus de 2 mètres au garrot. Ils sont malgré tout relativement agiles pour leur puissance et pour leur taille. Par exemple, ils peuvent courir à près de 50 km/h sur des distances relativement conséquentes. Ils ont une vue assez limitée, mais ils ont une ouïe et un odorat tout à fait corrects. Des études archéologiques montrent qu'il existe des périodes de relative absence du bison dans les grandes plaines des États-Unis, notamment entre l'an 500 et l'an 1300 de notre ère, peut-être à cause d'assèchements liés donc ici à un réchauffement de l'environnement dans l'optimum médiéval. Le nombre de bisons par contre en Amérique du Nord fait débat. On estime qu'ils étaient environ 10 à 20 millions dans la décennie 1870, mais peut-être seulement quelques centaines en liberté en 1889. Le chiffre régulièrement avancé de 50 à 100 millions de bisons en liberté début 19e en Amérique du Nord, par contre, lui a été démenti par les historiens, faute d'espace de pâturage suffisant, tout simplement. Nous allons donc étudier cet intervalle charnière du 19e siècle durant lequel le bison a failli disparaître d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Mexique, États-Unis et Canada, en nous concentrant notamment sur le cas des États-Unis. Les sources sont assez nombreuses, on a notamment le récit assez célèbre de Frank Meyer qui passe pour avoir été le dernier coureur de bison encore en vie et qui a été interviewé dans les années 1950. Peu d'historiens ont travaillé sur ce sujet. En France, on a quelques informations, par exemple dans le dernier ouvrage historiographique de Soisig-Villerbu. Mais cette historiographie n'est pas très apaisée, on en reparlera. Le problème est qu'il y a en quelque sorte la recherche d'un coupable, ce qui forme une approche ô combien anti-historique. Quant à nous, loin de toute tentative de vouloir trouver un bouc émissaire, nous allons simplement nous poser la question suivante: pourquoi le bison a-t-il failli disparaître d'Amérique du Nord au XIXe siècle? Ce faisant, nous allons suivre une approche un peu thématique, point par point. Premier élément, les facteurs naturels. Commençons donc par les raisons les plus anciennes. Le bison a beau être une force de la nature, il connaît certains prédateurs comme les ours, les loups, les chiens férods, et selon Dan Flores, il prélève environ un tiers de l'accroissement naturel des bisons chaque année. Les bisons sont aussi soumis à la concurrence alimentaire d'autres herbivores, notamment les chevaux par exemple, mais aussi les sauterelles. Et comme tous les autres animaux du continent, ils sont confrontés à des aléas climatiques. William Deback souligne par exemple que grâce à la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des anneaux de croissance sur un arbre, on peut constater que la période 1825-1850 a été douce et humide, ce qui a favorisé la prolifération des bisons, mais la période 1850-1875 a elle été beaucoup plus sèche. Tous ces éléments naturels jouent donc un rôle dans la limitation de la prolifération des bisons, mais ils ne sont pas responsables seuls de sa disparition. Ils peuvent avoir par contre un effet indirect et cumulatif. Par exemple, en 1875-1876, il y a 2 invasions de sauterelles consécutives qui rendent plus difficile la pratique de l'agriculture chez les Amérindiens métis, ce qui les incite à reprendre et à intensifier la chasse au bison. Cela nous mène à notre deuxième axe: quelle est la pression de la part des Amérindiens? Sans surprise, les Amérindiens, pas tous, chassent le bison, Tatanka en Sioux Lakota. La viande est consommée jusqu'au cerveau et au fœtus, la peau sert pour les vêtements, pour les tipis, la graisse sert pour l'étanchéité des équipements, les os pour les outils, les tendons pour les arcs, etc. Même la bouse, qu'on appelle le bois de vache en français canadien notamment, peut servir de combustible.
Dans l'idéal, les Amérindiens préfèrent tuer des femelles entre 2 à 5 ans qui ont une viande plus tendre, donc plus gustative, et une fourrure plus fine qui est plus simple à travailler lorsqu'on veut faire des vêtements. Ils donnent aussi des vêtements d'ailleurs de meilleure qualité, donc plus luxueux, par exemple pour des cérémonies de mariage. L'utilisation du bison n'est pas que pratique, elle est aussi artistique. Leur peau est en support de plusieurs arts décoratifs, par exemple chez les Kiowa ou les Lakota, pour des peintures narratives qui illustrent des rêves ou des chroniques de la tribu et qui servent de support aux conteurs. Le bison a aussi une place de choix dans la spiritualité de nombreuses tribus amérindiennes, en particulier des tribus dites des plaines, et des rituels et des prières peuvent être entrepris pour garantir le succès d'une chasse, comme par exemple des offrandes dans la tribu des Omaha ou des purifications dans le cadre de la tribu des Pawnees. La découverte d'un bison blanc dans la majorité des tribus des plaines est par ailleurs souvent un très bon présage. La chasse des bisons par les tribus amérindiennes ou paléo-amérindiennes est très ancienne puisque l'on peut remonter en Eurasie avant même l'arrivée des premiers êtres humains en Amérique, et cette paléo-chasse peut être un acteur de la disparition des bisons ou en tout cas de certaines espèces comme le bison anticus ou le bison priscus. On a retrouvé des pointes de flèches et des pointes de lance dans certains squelettes datés de plus de 10 000 ans. Mais la chasse ne se fait pas qu'à l'arc et à l'arme blanche, elle se fait aussi avec des méthodes plus létales, comme par exemple de précipiter les bisons dans des couloirs qui mènent vers des précipices dans lesquels ensuite ils vont s'écraser. Pour cela, il faut réorienter les troupeaux de bisons par des goulets, créés notamment soit avec des couloirs de feu, soit dans des cours de rivières asséchées. Et ces méthodes ont un avantage, c'est qu'elles permettent de tuer en grande quantité pour la tribu, l'inconvénient étant qu'elles permettent parfois de tuer bien plus que nécessaire, ce qui fragilise la survie de ces espèces. Il semble toutefois que la pression sur ces troupeaux soit assez irrégulière. Par exemple, dans les environs des années 1450, c'est-à-dire une quarantaine d'années avant l'arrivée des Européens, la pression des Amérindiens s'est accentuée sur la harde du troupeau sud avec l'arrivée d'une nouvelle vague de chasseurs venus des plaines et aussi à cause ou grâce à l'essor du commerce avec des tribus agricoles plus sédentaires qui achètent des produits issus du bison dans leur village mais sans en chasser. La mise en contact de tribus directement ou non avec les Européens, suite à leur arrivée, amène cependant deux changements dans la chasse au bison. La réintroduction du cheval et l'apparition des armes à feu. Cela n'efface pas les méthodes de chasse traditionnelles, mais ça complète ces méthodes de chasse antérieures. Alors les chevaux, pour commencer, leur réintroduction intensifie la chasse en termes de vitesse, en termes de guidage de troupeaux, d'épuisement des bisons, et elle permet aussi aux chasseurs éventuellement de s'enfuir plus facilement. Certaines tribus, comme les Comanches, réorientent leur mode de vie tout entier sur l'équitation, comme le dit Soisig Villerbu. Autour de 1800, tout dans les plaines du Nord tient au cheval et au bison. Le premier a permis la réinvention du monde, il entraîne des nations vers des formes plus ou moins accomplies de nomadisme, modifie la géopolitique des plaines souvent par la guerre et densifie considérablement des réseaux commerciaux qui fonctionnent à l'échelle continentale. Quant aux armes à feu, elles ne doivent pas faire sous-estimer la puissance des arcs, mais néanmoins, l'avantage des armes à feu, c'est qu'elles endommagent moins la viande que les flèches et les coups de lance répétés. Elles permettent aussi d'engager les troupeaux à plus longue distance. Ainsi, de nombreuses conséquences découlent de la conjonction de ces deux nouveautés, ainsi que du lien qui se tisse avec les Européens. On a tout d'abord une accentuation de la dépendance des Amérindiens, de certaines tribus amérindiennes, aux bisons. Cette union-fusion entre bisons et amérindiens est bien plus récente qu'on ne le pense dans notre imaginaire. C'est le fusil, mais c'est surtout le cheval qui permet à certaines sociétés de devenir pleinement nomades et de ne dépendre quasiment que de la chasse au bison pour survivre. Par ailleurs, l'abondance de cette ressource au début du 19e siècle fait que certaines tribus refusent de commercer avec les blancs puisqu'elles sont justement à l'abri du besoin. Cela intensifie aussi les inégalités, notamment les inégalités de genre, avec l'augmentation des animaux tués, il y a une augmentation du travail de dépouillage et de confection de vêtements qui repose en particulier sur les femmes dans les sociétés amérindiennes, mais aussi avec des inégalités sociales liées à l'accès ou non à cette ressource bison qui dépend parfois du contact avec les blancs. Cela entraîne également des changements géopolitiques, des tensions entre des tribus chasseuses, comme par exemple entre les Sioux et les Blackfeet, pieds noirs, ou au contraire des unions contre les Européens et les Américains, par exemple les Comanches, les Cheyennes, les Kiowas, qui mettent de côté leurs différends et s'allient davantage à partir de la décennie 1840.
La principale recomposition reste toutefois que les Amérindiens ne chassent désormais plus que pour pourvoir à leurs besoins propres ou éventuellement avec des réseaux commerciaux pour d'autres tribus, ils chassent aussi beaucoup le bison pour commercer avec l'homme blanc. Et on entre ici dans toute une série de questionnements historiographiques assez délicats puisque ça s'approche de la question de la responsabilité et de toute une cohorte de revendications mémorielles. En d'autres termes, et pour faire très simple, lorsque l'on quitte la chasse d'autoconsommation des Amérindiens, on vire vers une croisade pour la recherche d'un coupable. Est-ce que c'est la faute du grand méchant blanc? Est-ce que c'est la faute du grand méchant amérindien? Autant de questions tout à fait normales pour un amateur d'histoire, mais qui en fait nous détournent d'une approche historique relativement précise et neutre. Ce qui est sûr, c'est que la pression des Amérindiens sur les bisons s'est accentuée par l'ouverture d'un débouché européano-américain. Et Soisig-Villeurbu a par exemple déniché dans les sources francophones de l'époque moderne le fait que des colons d'Amérique française attribuaient la décroissance des bisons aux Amérindiens comme les Crises ou les Assiniboines, qui surchassaient en fait pour fournir les Blancs en peau ou en vêtements produits par les Amérindiens. Comme elle le dit, le raisonnement dédouane les colons et les acteurs du marché mondial. Il est très loin du mythe de l'Indien environnementaliste, qui a d'ailleurs été écarté par les historiens et les anthropologues. Il n'y a pas de gestion raisonnable du stock de bisons, mais insertion des nations indiennes dans des circuits qui les conduisent à mettre elles-mêmes en péril l'écosystème des plaines. En ce sens, ces décennies représentent à la fois l'apogée d'un monde, celui des chasseurs nomades, et son déséquilibre final. Cette chasse pour la rentabilité provoque des gaspillages. Un témoignage du missionnaire Georges Bellecourt, qui a assisté à une chasse avec les métis, l'explicite. Il vous dit « Une grande quantité de cette viande est perdue car après avoir prélevé les morceaux de joie, on abandonne le reste sur place, c'est l'héritage et la pâture des loups. » Le bison voit donc sa dimension culturelle concurrencée par une dimension économique, ce qui est critiqué par certains Amérindiens, le cas le plus connu se trouvant dans la fiction avec l'exemple de Magua dans Le Dernier des Mohicans, qui est critiqué par le héros du film. Néanmoins, cette question de la surchasse reste complexe et il ne faut pas faire des Amérindiens les seuls responsables de la disparition du bison. Le problème, en fait, c'est que nous manquons de sources précises. Les estimations suggèrent que les Amérindiens ont besoin en moyenne de 6 bisons par an et par personne, tout besoin confondu. Mais on ne connaît pas avec précision ni le nombre de bisons tués par les Indiens, ni le nombre d'Amérindiens dans les plaines, et chaque chiffre est nécessaire pour pouvoir calculer l'autre. Et puisqu'on ne sait pas combien de bisons doivent être tués pour l'autoconsommation par les Amérindiens, on ne sait pas avec précision non plus combien ils en tuent pour pouvoir commercer avec par exemple les Mexicains ou les États-Unis. Et par ailleurs, toutes les tribus vivant dans les plaines ne s'adonnent pas pour autant à la chasse aux bisons, qui est surtout le fait de certaines tribus comme les Cheyennes, les Sioux ou les Arapaos. Je vous donne quelques estimations, mais elles n'ont qu'une très faible valeur scientifique. Selon Frank Meyer, on a en 1870 environ 60 000 Amérindiens dans les plaines hors réserve qui dépendent du bison. Ce nous fait donc 360 000 bisons à tuer par an environ, et une estimation du colonel Irving Dodge dit que de 1872 à 1874, 1,2 million de bisons ont été tués par les Amérindiens, soit 400 000 par an, ce qui nous donne un écart d'environ 40 000 bisons peut-être pour le commerce. Cette surchasse donc est très constatée dès les années 1840 et elle n'est pas imputable qu'au commerce. Le français Victor Tixier, qui est de passage chez les Osages, dit « Cet animal, le bison, vit encore en troupeaux très nombreux qui diminuent tous les ans. Les sauvages lui font une guerre acharnée, sans relâche, on peut dire qu'ils la gaspillent. Les Osages, par exemple, laissent au moins 150 à 200 livres d'excellente viande sur chaque carcasse, et en hiver, souvent, lorsque l'abondance règne, ils tuent des bœufs pour prendre seulement la peau et la langue. Il est impossible de faire comprendre à ces hommes sans lendemain que tuer ainsi les bœufs, c'est hâter leur destruction. Ces animaux si utiles, dont la chasse est un besoin et un plaisir pour les peaux rouges, disparaîtront quelques jours, et ce jour-là les sauvages se civiliseront, car il n'y aura pour eux plus d'existence possible sans l'agriculture et le commerce. Alors on rappelle que ce sont des témoignages d'époque, d'où le vocabulaire qui peut être utilisé, notamment de parler de peau rouge ou de sauvage pour les Amérindiens. Le terme de bœuf aussi ne doit pas être confondu. Quand on parle de bœuf, on parle bien de bison, notamment de bison mâle, c'est ce qu'on va dire pour les taureaux, chez les Amérindiens. Et donc, de ce fait, certains Amérindiens qui ont le surnom Bull ou le nom Bull, en fait, ça signifie bison et non pas taureau. Le plus connu étant Sitting Bull, donc ça ne signifie pas le bœuf ou le taureau assis, mais le bison mâle assis. Néanmoins, le contact commercial avec les Européens intensifie la chasse de la part des Amérindiens. Elle se fait de leur plein gré, pas sous la contrainte. Et si les Indiens ont tué 1 million de bisons environ de 1872 à 1874, les Blancs en ont tué sur la même période 4 fois plus.
Seule la présence en fait de tribus puissantes conduit à freiner ce bain de sang. Nous allons donc nous concentrer désormais sur les différentes chasses entreprises par les Européens et les Américains, ainsi que sur leurs conséquences. Troisième grande partie, les chasses européano-américaines. Elles revêtent diverses formes. On a des colons, des pionniers, des explorateurs et aussi certains esclaves qui chassent pour se nourrir, pour le commerce ou pour éviter la dégradation de leurs champs. On remarque que les colons eux aussi utilisent à peu près tout ce qu'ils peuvent sur le bison. Aux États-Unis, on a 20 millions d'habitants de plus de 1860 à 1880, ce qui fait des bouches à nourrir et des corps à vêtir supplémentaires. Cette chasse commence avec les chasseurs espagnols qu'on appelle les ciboleros au nord du Mexique. On sait ensuite que des autres Européens s'adonnent à son commerce, donc on parle de traitants, au moins depuis le XVIIIe siècle. Par exemple, dans le cadre des Français, on a une permission royale pour l'établissement d'une tannerie de peaux de bison en 1702 et des récits de coureurs de bois chassant le bison le long du Mississippi. C'est une chasse d'appoint, souvent à celle de l'ours, du castor, du chat sauvage, du chevreuil, en sachant qu'en 1820-1830 environ, le bison connaît un regain d'intérêt, puisque 100 000 robes, c'est-à-dire 100 000 fourrures, sont vendues par an. Cette chasse est aussi soumise également aux caprices de la demande, notamment celle de la langue des bisons, qui, dans la même époque, devient très populaire lorsqu'elle est vendue fumée. On a également des compagnies de fourrure qui incitent à la chasse au bison, même si elle est moins rentable que d'autres. La plus connue, c'est celle de la baie d'Hudson, au Canada, et c'est une chasse qui sert surtout au fonctionnement de l'entreprise elle-même. Je m'explique. Les peaux sont utilisées pour faire des vêtements pour le personnel et la viande et la graisse sont utilisées pour faire du pemmican, donc une sorte de recette amérindienne qui se garde très longtemps, qui est très pratique pour les bateliers car elle se conserve bien, mais elle est également très riche, ce qui fait que Gilles Havard la compare à une sorte de barre énergétique avant l'heure. L'Hudson Bay Company chasse avec ses propres chasseurs, mais elle achète aussi également aux Amérindiens des peaux et de la viande. L'avantage, c'est que les sources de l'Hudson Bay Company sont relativement précises, en tout cas bien plus que celles que l'on trouve à ce moment-là aux États-Unis. On a également des individus qui chassent pour le loisir, c'est ce qu'on appelle la synégésie. Il existe une demande touristique de chasse au bison dans la même perspective qu'un safari actuellement, comme l'explique le témoignage du français Louis Simonin qui vous dit « Chasser le buffalo est le rêve de tout voyageur des plaines. Les officiers se font un plaisir d'accompagner les excursionnistes dans cette chasse pleine d'attrait et de les initier à tous les secrets du sport des prairies. » En un sens, néanmoins, cette chasse est assez limitée, donc elle ne joue que peu sur la disparition des bisons. Cependant, ce sont des abattages strictement non nécessaires d'un point de vue, on va dire, survie, qui ne visent pas la consommation entière de l'animal exécuté, donc le rôle de cette chasse ne doit pour autant pas être minoré. C'est particulièrement flagrant dans le cas des tirs qui sont effectués depuis les trains en marche par les passagers pour faire passer le temps, pour s'entraîner, pour faire des concours, le conducteur du train faisant parfois ralentir le train à la vitesse du troupeau pour pouvoir prolonger cette chasse. Ce faisant, les compagnies de chemin de fer, elles aussi, incitent à la chasse pour deux raisons. Déjà pour commencer, c'est pour nourrir leurs employés, étant donné qu'il y a de nombreux bisons dans les plaines au moment où les compagnies de chemin de fer essayent de relier l'Est et l'Ouest états-unien et de densifier leur réseau, elles ont recours à des chasseurs professionnels ou à des Amérindiens pour pouvoir avoir de la viande en quantité pour leurs travailleurs. Le cas le plus connu, c'est celui de William Cody, le célèbre Buffalo Bill, qui gagne son surnom en prétendant avoir tué pour le compte de la Kansas Pacific Railroad pas loin de 4290 bisons d'octobre 1867 à mai 1868. Il est très bien payé pour cela, environ $500 par mois. Il est popularisé dans des petites histoires et fonde ensuite le Wild West Show en 1883, en sachant que près de 2 millions de Français vont le voir à l'Exposition universelle de Paris en 1889. Les compagnies ferroviaires incitent également à la chasse aux bisons pour protéger leur matériel, puisque les bisons peuvent être percutés par les locomotives, les voitures ou bien abîmer les rails. L'hiver notamment, les troupeaux ont tendance à s'abriter dans les tranchées creusées pour laisser passer les trains afin de se couper du vent et des intempéries. Les trains sont équipés de systèmes pour effaroucher et pour se protéger, notamment des sifflets et des pare-bœufs ou des cloches, mais cela marche quand même relativement moyennement. D'ailleurs, le poids des entreprises du chemin de fer a récemment été réévalué dans l'historiographie et il a été diminué par une approche comparative avec le Canada. Ce que je veux dire par là, c'est que les bisons ont presque disparu du Canada alors que la Canadian Pacific n'avait pas encore atteint leur territoire. Mais ce n'est pas pour autant le contraire, il ne faut pas soustraire le rôle de ces compagnies de chemin de fer dans la disparition des bisons.
Notamment puisqu'en fait elles ont permis le transport rapide des produits de la chasse, ce faisant elles ont favorisé le commerce sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Le rôle donc des compagnies de chemin de fer, il est donc surtout indirect. Mais il existe aussi une autre institution dont le rôle dans la disparition des bisons fait débat, c'est l'armée états-unienne. Notre quatrième partie s'intitule donc « L'armée et le gouvernement sont-ils coupables ? Un débat historiographique ». Comme le rappelle David Smith, que vous avez ici en image, le gouvernement et l'armée états-unienne participent de différentes façons à l'extermination des bisons. Déjà pour commencer, ils donnent de la poudre et des munitions aux chasseurs qui en demandent, alors que les soldats, eux, n'ont que 20 cartouches par mois pour s'entraîner. Frank Meyer dit que c'est un matériel de mauvaise qualité, mais qu'il est quand même très pratique pour les chasseurs débutants qui manquent d'équipement. Par ailleurs, l'armée protège dans ses forts ceux qui viennent y chercher l'asile et elle les réapprovisionne également. Les forts Griffin et Leavenworth, par exemple, deviennent des petits centres de traite temporaire et on a des témoignages de runners, de chasseurs de bisons, comme Steele Fraser par exemple, qui disent qu'ils sont assez bien reçus dans ces établissements par les militaires qui y sont en garnison. L'armée escorte également les officiels qui vont chasser pour le loisir. Par exemple, le général Sheridan, qui est l'un des héros de l'Union dans la guerre de sécession, accompagne en janvier 1872 Alexis, le fils du tsar russe en personne, en faisant affréter un train spécifique escorté par 4 compagnies d'infanterie et de cavalerie, et ensemble, ils tuent plusieurs centaines de bisons en environ 5 jours. Custer lui-même, le célèbre, est un fervent chasseur et il s'en vante souvent auprès de sa femme dans plusieurs lettres. De façon plus anecdotique, l'armée états-unienne utilise aussi parfois les bisons comme cible mobile pour entraîner ses cavaliers au tir à cheval et pour nourrir ses hommes en campagne, et parfois il lui arrive de donner du canon pour éloigner les troupeaux qui s'approcheraient trop près de ses forts. De plus, l'armée achète du matériel prévu pour le grand froid et fabriqué en peau de bison suite à une ordonnance du département du quartier-maître dans les années 1880, notamment avec des manteaux et des bottes en fourrure de bison très épaisses. Politiquement, le président Grant et son administration mettent un veto à un projet de loi de 1874-1875 qui portait sur la protection des femelles bisons en interdisant leur abattage par un non-amérindien sous une peine de $100 d'amende, ce qui est quand même une somme très importante. Sheridan, quant à lui, plaide pour leur extermination. Alors il aurait dit à propos des chasseurs de bisons: ces hommes ont fait plus ces 2 dernières années pour régler la question indienne que tout ce que l'armée régulière a fait en 40 ans. Ils détruisent le fourrier des Indiens. Une armée perdant sa base de réapprovisionnement est désavantagée. Pour une paix durable, donnez-leur la poudre et du plomb, laissez-les tuer, dépecer et vendre jusqu'au dernier bison. Cette mentalité assez particulière est aussi celle d'une partie de l'opinion publique, et ça il ne faut surtout pas l'oublier. Frank Meyer dit qu'un officier lui aurait exprimé que si on tue le bison, on conquiert l'Indien. Ça paraît plus humain de tuer les buffalos plutôt que les Indiens, alors les buffalos doivent disparaître. L'armée a donc participé à la dépopulation des bisons, c'est certain. L'argument couramment avancé, c'est qu'elle en fait un moyen pour forcer les tribus amérindiennes les plus rebelles à partir en réserve. Cela s'inscrit dans la politique des généraux Sherman et Sheridan qui, durant la guerre de sécession, ont bien compris que pour faire plier l'ennemi, il faut frapper son réapprovisionnement et ses civils. C'est une des caractéristiques de la guerre contemporaine et de la guerre moderne. Les Amérindiens se plaignent du rôle de l'armée dans la disparition des bisons, comme par exemple le chef Kiowa Satanta qui a été témoin de scènes de tuerie lors de la signature du traité de Medicine Lodge, où il aurait demandé au général William Hammy, face aux carcasses à peine entamées laissées pourrir au soleil, est-ce que l'homme blanc est devenu un enfant au point de tuer sans manger ensuite? Certains militaires, comme le colonel Edward Whitcoop, qui est agent pour les Cheyennes, s'inquiètent en fait de ce massacre en disant que cela ne peut que énerver les Amérindiens et donc les inciter à s'en prendre au bétail du colon, voire aux colons eux-mêmes. Néanmoins, cette vision du rôle de l'armée est nuançable. L'article de David Smith est vivement critiqué par William Dobach, qui s'oppose fermement à ce que ce soit une politique délibérée de la part du gouvernement et de la part de l'armée des États-Unis. Il explique que l'armée, au contraire, freine certains comportements. Par exemple, elle déduit des soldes des soldats les munitions qui sont utilisées dans le cadre de chasse à titre personnel. Dobach critique également les sources que Smith utilise, mais sans vraiment en fait donner des contre-exemples. Il pointe également des problèmes d'interprétation. Lorsque les sources mentionnent que l'armée américaine s'en prend au stock des Indiens, on ne sait pas en fait si on parle des troupeaux de bisons ou si on parle de ses chevaux. Globalement, l'opposition entre Smith et Dobach est un peu sourde en sachant
par ailleurs qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que Daubach est embauché par l'armée américaine en personne en tant qu'historien. Heureusement en France, Choisy-Villarbus synthétise assez bien. Qu'il y ait eu un effet d'aubaine, perçu par certains cercles de l'armée fédérale ou des affaires amérindiennes est hors de doute, mais cela ne suffit pas à établir une relation de causalité. L'extermination des bisons n'est pas le fruit d'une décision prise à Washington ni dans les bureaux de l'état-major. Villarbus rappelle en fait que le gouvernement ne veut pas faire disparaître les Indiens. Il considère que la présence des bisons freine leur transition civilisationnelle. Je vous rappelle encore qu'on est au 19e siècle, les mentalités d'époque ne sont plus celles que l'on a de nos jours. Cependant, ni le gouvernement ni l'état-major ont un plan bison et de toute façon, ils n'en ont pas les moyens. C'est une politique pragmatique qu'ils vont mener et opportuniste en laissant faire. L'approche comparative le prouve, les bisons ont disparu du Mexique et des Canada alors que les deux armées concernées n'y sont pas intervenues. Cela nous mène à la 5e partie qui sera la plus importante de cette présentation, la raison principale de la disparition des bisons, la chasse dite industrielle des décennies 1870-1880. En fait, peu après la guerre de sécession, il se produit une intensification de la chasse par les Occidentaux que je sépare de celle des trappeurs car elle les marginalise singulièrement en termes de résultats. Elle représente un moment précis né d'une conjonction d'inventions et d'acteurs. On a certaines sources qui sont très riches pour comprendre cette période et cette intensification de la traite des bisons, comme notamment l'interview de Frank Meyer, incontournable malgré ses contradictions. Dans un article qui a fait parler, Scott Taylor impute la responsabilité de la disparition des bisons aux Européens, je cite. C'est assez ironique que ce qui doit être le chapitre le plus triste de l'histoire environnementale états-unienne et n'a pas été écrit par des Américains, mais ait été en fait le travail d'Européens. Alors pourquoi est-ce que Taylor dit cela ? Au début de la décennie 1870, une nouvelle méthode de tannage développée en Europe permet de créer un cuir plus souple, rendant la peau de bison plus facilement utilisable. Elle sert par exemple pour créer des courroies de machines qui sont très demandées alors qu'on est à ce moment-là en Europe de l'Ouest, en pleine phase d'industrialisation. Les sources douanières britanniques et françaises montrent que le cuir comme la robe, donc la robe c'est le cuir avec les poils encore dessus, servent aussi à la confection de vêtements, de tapis, de couvertures de toutes sortes, de sellerie, etc. Cela mène donc à une intensification de la pression sur les troupeaux de bisons et permet aux États-Unis de devenir un acteur important du marché des peaux et des fourrures, concurrençant notamment le Canada et des pays d'Amérique du Sud comme par exemple l'Argentine. La chasse au bison devient donc une entreprise quasi-industrielle, d'où la formulation de chasse industrielle que nous utilisons ici. L'article de Taylor est très intéressant malgré le fait qu'il manque totalement de la rigueur nécessaire en histoire et que son propos réussisse le pari d'être à la fois téléologique, anachronique, non neutre et politisé. Mais il faut bien retenir en tête que Scott Taylor n'est pas un historien, c'est un économiste. En fait, il semble vouloir dédouaner totalement les États-Unis et le Canada au profit de l'Europe. Alors il ne faut pas rejeter son article, il faut juste être capable de le nuancer. Ce que Taylor dit lui-même d'ailleurs à la fin de son article, fracturant au passage tout ce qu'il a écrit dans les 30 pages précédentes, est bien plus juste. Le commerce international est un acteur de la disparition des bisons qui est, nous l'avons vu, traditionnellement mis sur le dos de l'armée, du gouvernement et des compagnies de chemin de fer. Mais lui, il transforme cela en quelque sorte en une idée du type « ce sont les Européens qui ont génocidé les bisons d'Amérique », qui est dit comme ça, hautement nuançable. L'essor de la demande crée dans le domaine de la chasse au bison un appel d'air dans lequel s'engouffre toute une équipée de ceux qui vont gagner le surnom de coureurs de bisons, en anglais runners. Eux-mêmes ne se qualifient que très rarement de chasseurs. Ce sont des profils composites. Vous avez des jeunes et des vétérans désœuvrés après la fin de la guerre de sécession, des migrants, quelques criminels en fuite ainsi que d'anciens trappeurs. On peut y ajouter également des Amérindiens ou des métis comme par exemple Alex Vimy. La majorité de ces hommes sait manier une arme plus que correctement et vivre dans des conditions relativement difficiles. Ce sont deux prérequis nécessaires pour s'adonner à la chasse au bison. Frank Meyer souligne en fait que la traite au bison est un métier et une tâche rustre. Il vous dit « C'était une vie errante, pleine de hasard, un sacré sale boulot dégueulasse, parce que tuer c'est jamais plaisant ni facile, mais j'étais jeune, j'avais pas d'attache et je m'en fichais d'être sur la route. » C'est une vie dangereuse en fait, exposée aux maladies et aux blessures. Alors on pense souvent à la menace des bandits parfois, mais ils laissent les traitants relativement tranquilles car ils savent qu'ils sont très bien armés et qu'ils ont la gâchette facile. De plus, leur butin n'est pas très commode à convoyer. On pense également à la menace posée par les Amérindiens, on y reviendra, elle est réelle mais elle a été exagérée.
On imagine ainsi le danger représenté par les charges de bison. Meyer explique que ce type de charge ne s'entend que si on est allongé sur le sol à cause du manque d'écho dans les plaines, et lui, il en subit une un dimanche d'août 1873. Lui et ses camarades grimpent sur leur chariot et ils tirent au centre du front de bison qui avance vers eux, réussissant donc à les séparer et à les faire contourner le chariot. Et en 5 minutes, ils ont tiré 48 coups de feu et ils ont mis à terre 37 bisons. Alors ce qui motive les coureurs, malgré le danger, c'est l'appât du gain, dans un état d'esprit qui se rapproche un peu de celui de la ruée vers l'or. Une peau de bison se vend de 1 à 3 dollars à une époque où un ouvrier gagne environ 1 dollar par jour, ou un peu plus. Donc comme le souligne Meyer, le bison n'a pas de propriétaire, le tuer, c'est se l'approprier. Et l'équipement nécessaire est relativement vite rentabilisé. Il vous faut une arme, des munitions, du matériel de campement, un chariot. Lorsque Meyer se lance à son compte, il en a pour 2000 dollars de matériel et lui fait partie de ceux qui voient les choses en grand, car il achète 2 chariots, 18 mules. La majorité pourtant des coureurs s'arrêtent après 1 ou 2 saisons de chasse puisqu'ils ne gagnent pas autant que ce qu'ils pensaient. Après 9 ans de travail, Meyer par exemple, il a 5000 dollars sur son compte et il estime faire partie de ceux qui ont plutôt bien réussi et qui ont eu de la chance. De nos jours, l'opinion publique elle a une vision, un ressenti extrêmement négatif sur ces coureurs et sur leur motivation. Mais on oublie ce qui va avec. S'enrichir au 19e siècle pour un jeune homme modeste, cela signifie vivre à l'abri du besoin, pouvoir payer ses propres médicaments, avoir un bon mariage avec une femme belle et respectable et mettre ses enfants à l'abri du besoin. Frank Meyer, qui pourtant est un passionné d'armes, dit que s'enrichir permettra à ses enfants de ne jamais avoir besoin de toucher un fusil et d'avoir encore moins besoin de devoir s'en servir un jour. Les conditions de vie donc sont difficiles pour les runners, mais ils expliquent toutefois que leur tâche est assez simple. La première victime de Meyer est un garde-côte, c'est-à-dire un vieux bison qui n'a plus trop la force de s'éloigner des cours d'eau. Il dit « On n'est pas allé bien loin avant de tomber sur un vieux taureau qui s'extirpait d'une mare après avoir pris son bain de boue. J'ai avancé jusqu'à 200 mètres et j'ai visé le bas de son cou quand il s'est relevé et j'ai tiré. Il s'est écroulé, c'était aussi simple que ça. » Et puis il rajoute « Vous voyez du sport là-dedans ? C'était du meurtre pur et simple. Mais c'est comme ça qu'on l'a fait, nous, les braves et glorieux coureurs qui allions crâner ensuite dans les villes de la frontière. » En effet, les coureurs travaillent en équipe et ils forment rapidement une communauté avec son vocabulaire. On parle par exemple de moisson ou de récolte du bison. Il y a aussi des codes implicites. On ne doit pas aller traiter le troupeau qui est travaillé par un autre concurrent, même si la concurrence est très dure entre les chasseurs de bisons. Meyer estime d'ailleurs qu'il y aurait eu entre 10 et 20 000 traitants dans les plaines dans la décennie 1870, en sachant que dans chaque groupe, le chasseur est minoritaire, mais il en forme le centre. Ils sont accompagnés de dépeceurs, de cuisiniers et de conducteurs de chariots. Alors concrètement, comment se déroule une journée de chasse au bison ? Le chasseur part à cheval reconnaître les environs de son campement pour trouver un troupeau. Les troupeaux d'ailleurs sont plus petits que ce qu'on imagine, ils ont en moyenne entre 10 et 15 individus. C'est lors des débandades que les plus gros troupeaux se forment. Et plus le bison se fait rare, plus il faut chercher longtemps et c'est la partie la plus difficile en fait du travail, qui peut prendre parfois plusieurs jours. Le lendemain, une fois que le troupeau a été repéré, le chasseur se lève bien avant l'aurore, il part retrouver le troupeau et il s'installe. Il commence à tirer lorsque la luminosité est suffisante et que le jour se lève. Le record de Meyer est d'avoir tué 59 bisons en une seule journée, mais il connaît un certain William Dixon qui en aurait tué 120. Meyer tue environ 25 bisons par journée de chasse. Pour une bonne et simple raison, il vous dit « Tuer plus que ce qu'on avait besoin, cela aurait été gaspiller le bœuf, le buffalo, le bison. Ce qui n'était pas important. Ça gaspillait aussi des munitions, et ça l'était. » Et alors, comment Meyer choisit le nombre de bisons qu'il doit tuer ? Eh bien en fait, il tire en fonction des capacités de ses dépeceurs. Car une fois que le chasseur a assez tué, il revient au campement et lui et toute l'équipe déménagent tous ensemble toutes leurs affaires sur le lieu de la chasse. Et c'est là où les dépeceurs entrent en action. C'est une tâche assez ingrate, exposée au sang, aux mouches, à la météo qui n'est pas toujours clémente, notamment en hiver où la chasse se poursuit car c'est là où on a les meilleures peaux. C'est aussi difficile de dépecer. Il faut bien imaginer que la peau elle-même pèse ne serait-ce que déjà 70 kg. Et le bison, on l'a dit en début de conférence, peut faire près d'1 tonne. Le dépeçage est pourtant un moment
très crucial car c'est là que l'on peut commettre le plus d'erreurs et donc abîmer la peau et donc diminuer son prix. Les peaux sont chevillées ensuite pour sécher autour du campement et elles sont à la fin enroulées par paquets de 10 liés en ballots, chaque chariot pouvant accueillir une vingtaine de ballots. Les traitants se rendent ensuite vers des villes de la fourrure comme Dodge, Denver ou Laramie City où ils vont vendre leurs peaux qui sont expédiées par chemin de fer vers l'est. Elles valent entre 1 et 3 dollars pour un adulte, à l'exception de ce que l'on appelle les soies, qui sont des robes plus douces qui peuvent se vendre jusqu'à 50 dollars, en sachant que Meyer a eu 90 soies en 10 ans de chasse. Je reviens néanmoins un petit peu sur l'abattage en lui-même, puisqu'il y a deux méthodes de chasse différentes. La running method, le traitant galope à côté du troupeau de bisons avec son fusil, mais c'est une chasse qui a deux inconvénients. Déjà, elle est plus gourmande en munitions. Meyer a vu un chasseur expérimenté avoir besoin de 16 cartouches pour tuer 5 bisons, et elle est aussi plus dangereuse puisque les irrégularités du sol, comme les terriers de chiens de prairie par exemple, peuvent multiplier le risque de chute et conduire le chasseur et son cheval à être piétinés par le troupeau, ou simplement blesser le cheval lui-même en lui brisant la jambe, ce qui reviendra du coup derrière à l'abattre. C'est néanmoins la méthode qu'utilisent les Amérindiens en chassant à l'arc et à la lance, mais comme le dit Meyer, j'étais pas un Indien, j'étais un businessman et je devais apprendre à moissonner comme un businessman. Il utilise donc la deuxième méthode, la stand method, la méthode professionnelle. Le tireur se positionne sous le vent, si possible en hauteur, à 200-300 mètres du troupeau pour ne pas que les tirs soient audibles. Notamment, il profite du manque d'écho dans les plaines. Les bisons ne comprennent pas en général immédiatement qu'ils sont attaqués et ils ne sentent pas toujours tout de suite l'odeur du sang. La technique, c'est de repérer l'animal de tête et le cibler en premier, puisque ensuite les autres bisons vont être désorientés, vont se rassembler autour, le pousser du sabot ou de la tête, et ce faisant, pour le chasseur, c'est une opportunité, puisqu'ils vont rester relativement immobiles. Les traitants visent le cou de l'animal, pas sa tête, car l'épaisseur du crâne, de la peau, de la fourrure et les éventuelles plaques de boue peuvent arrêter des projectiles. Le tir mortel, comme ils le disent, est une nécessité économique, il ne faut pas gaspiller des munitions, et Meyer estime qu'il tue en une cartouche environ 9 fois sur 10. Pour réussir de tels tirs, les coureurs disposent d'un outil remarquable qu'on appelle le Big 50. C'est un surnom donné à certains fusils à canon rayé, à chargement par la culasse, de 3 marques en particulier, Sharps, Remington et Ballard. Ce sont des fusils prévus pour la chasse aux bisons, mais qui dérivent en fait des fusils développés pour les tireurs d'élite de la guerre de sécession. Meyer achète son premier fusil Sharps d'occasion au colonel Richard Irving Dodge en personne pour 125 $. Il installe dessus une lunette de 125 $ également et une fourche indispensable pour ne pas tirer allongé et donc pour limiter l'écho par vibration dans le sol qui pourrait alerter ses proies. Il ajoute également des instruments de mesure dessus ainsi qu'une double détente. Alors le principe de la double détente, il est développé pendant la guerre de sécession pour les tireurs d'élite afin de limiter ce qu'on appelle le coup de doigt qui peut faire dévier de quelques millimètres le fusil et donc faire dévier le tir et le projectile sur de longues distances de plusieurs centimètres voire mètres. Pour cela, le tireur en fait actionne la deuxième détente qui est une sorte de sécurité et lorsqu'il revient sur la première qui donc a été déverrouillée, elle devient très sensible et le coup part seulement une fois que la détente est effleurée. Meyer explique d'ailleurs que sa deuxième détente est si sensible que le coup peut partir même si l'on souffle simplement dessus. Chaque cartouche de ce genre de fusil vaut 25 cents, soit entre un quart à un douzième du prix d'une peau de bison, mais Meyer, lui par exemple, les obtient pour moitié prix puisqu'il les assemble lui-même. Les chasseurs débutants sont moins bien armés. En général, ils vont avoir des Spencer ou des fusils en vie, donc les ancêtres des Winchester, ou d'autres armes anciennes de la guerre de sécession comme des fusils Springfield. Mais beaucoup de chasseurs vont très vite investir dans leur arme à feu, puisque en plus d'être leur outil de travail, c'est aussi leur assurance vie en cas de mauvaise rencontre. Par exemple, Meyer prétend avoir évité l'attaque d'un groupe de guerriers comanches en tuant 2 de leurs chevaux à 750 mètres de distance, ce qui les a dissuadés de venir s'en prendre à lui. Comme le souligne Harvey Brown, tirer avec de tels fusils est très douloureux physiquement, mais ils sont indispensables pour abattre des animaux aussi puissants que les bisons. Une estimation basse donnée par Meyer est que le projectile développe une masse d'1 tonne à l'impact, et Meyer raconte d'ailleurs qu'il a établi son record à 800 mètres avec un fusil et une cartouche de ce type.
Mon premier coup a touché le bord supérieur de sa panse. Ça l'a sonné comme s'il avait été heurté par une locomotive. Quand il s'est relevé, j'ai visé plus soigneusement et je l'ai eu au cou, juste en avant des épaules. Il est tombé raide et n'a plus bougé. C'est un tir en fait que Mayer fait pour un pari, ce qui nous permet de revenir et de faire une petite transition sur la notion de gaspillage, mais aussi des conséquences de la surchasse des bisons au XIXe siècle en Amérique du Nord. Sixième partie donc, quelles sont les conséquences ? Revenons d'abord sur le nombre de bisons qui ont été tués, même s'il n'est pas aisé de donner des chiffres précis. En effet, aucun recensement n'a été effectué sur le nombre de bisons sauvages, on a seulement des estimations. Un calcul des surfaces de prairies au XVIe siècle donne au chiffre d'au maximum 25 à 30 millions de bisons. Environ 15 millions d'entre eux auraient été tués jusqu'à la décennie 1870 et encore 15 millions environ durant cette décennie-là, la décennie 1870 et les premières années de la décennie 1880. D'abord, on s'en est pris aux troupes au sud, puis aux troupes au nord. Et les bisons, au final, ne sont plus que quelques centaines en liberté dans la décennie 1880. Il n'y a pas de source précise sur le nombre de bisons tués par la chasse industrielle. Irving Dodge estime que 1,4 million de peaux sont expédiés dans la période 1872-1874. Frank Meyer pense lui que 1,4 million de bisons sont tués par les coureurs rien que pour l'année 1872. 1,5 million pour le record de 1873, mais plus que 160 000 en 1874. 1874 est en effet la dernière grande saignée selon les chasseurs de bisons, mais les sources de la Chambre du commerce de New York et des compagnies ferroviaires montrent que les exportations restent massives jusqu'en 1879. Le Royaume-Uni, le Canada et la France auraient reçu plus de 6 millions de peaux de 1871 à 1886. Le problème étant que dans ces chiffres-là, il y a aussi les cuirs de vache dedans, il est donc difficile d'y voir clair. Taylor avance toutefois une idée très pertinente, qui synthétise un peu ces éléments qu'on a pu évoquer. L'absence de sources précises témoigne en fait aussi de la violence et de la rapidité avec laquelle s'est faite cette quasi-extinction. Ce que le colonel Dodge souligne lui aussi à sa façon en 1873, je cite, « Là où il y avait myriades de bisons l'année précédente, il y avait désormais myriades de carcasses. » Et il compare la prairie à un désert putride, étant notamment frappé par l'odeur écœurante de ces milliers de très grandes charognes en décomposition. Cependant, un autre problème se pose. On ne peut pas se baser uniquement sur les données de l'exportation pour appréhender cette tuerie, étant donné que le gaspillage est très important. Il est particulièrement souligné au début de la décennie 1870. Certains mâles dont la peau est moins belle et plus lourde sont tués, mais au final ne sont pas dépecés afin de ne pas perdre trop de temps, puisque ça rapporte davantage d'aller tuer une autre bête une fois la médiocrité de la peau avérée. Meyer et Dodge estiment que seulement 25% des peaux arrivent au final sur le marché en 1872, c'est-à-dire 1 sur 4, 1 sur 2 en 1873 et 4 sur 5 en 1874. Ce gaspillage extrêmement important est lié notamment à l'inexpérience des équipes au début, mais aussi à certains aléas, puisque par exemple un orage peut gâter les peaux de bison tant qu'elles n'ont pas été séchées, ce qui fait qu'il faut recommencer à zéro la moisson. Cela débouche sur une question assez sensible politiquement. Est-ce que cette surchasse des bisons peut être qualifiée d'écocide ? Alors pour définir ce que c'est un écocide, j'utilise une définition de Valérie Cabanès, qui est une juriste spécialisée dans le droit international et l'écologie, et elle propose « Ce crime est caractérisé par un endommagement grave et durable des communaux planétaires et de fonctions écosystémiques dont dépendent des populations pour vivre. » Donc on y est pleinement. Oui, le massacre des bisons dans la décennie 1870 est un écocide. Quant aux périodes précédentes, c'est déjà un peu plus trouble à certifier. Maintenant, reste à savoir ce qu'on peut faire avec cette information. C'est là où en fait nos éventuelles sensibilités environnementales ne doivent pas prendre le dessus sur la raison. Le contexte législatif et social du 19e siècle fait que les Amérindiens, les Européens, les États-Unis n'ont rien fait de répréhensible par une loi, sauf quelques cas précis à l'encontre de territoires réservés aux Amérindiens. Tous les acteurs évoqués sont donc responsables, mais pas coupables. Le mal est fait en quelque sorte, c'est ainsi, il ne pourra pas être réparé, et c'est tout l'intérêt de l'histoire, c'est qu'elle explique en fait comment agir par contre de nos jours sur le temps présent. Des centaines d'écocides ont lieu en ce moment même sur notre planète, et si nous ne faisons rien, eh bien c'est de nous dont on parlera dans des conférences dans 150 ans.
Mais revenons à nos bisons, si je puis dire. Face à leur raréfaction, les coureurs s'adaptent. Certains se mettent à vendre les os pour faire de l'engrais ou de la colle. On s'intéresse aussi de plus en plus à leur viande, qui est vendue de 2 à 4 cents la livre. Les langues, elles, restent très populaires depuis le XVIIIe siècle. Fumées, elles peuvent être vendues jusqu'à 25 cents la pièce. En somme, eh bien, le gaspillage se limite. Meyer, comme d'autres chasseurs, se reconvertit. Lors de sa dernière saison de chasse, il vend pour $2000 de peau, mais pour $4000 de viande. Nombre de chasseurs cessent en fait leur activité ou bien se reconvertissent dans la chasse à de plus petits gibiers. Quant au nombre de carcasses, eh bien, il a pour effet de démultiplier les populations de charognards, et dans le sillage des coureurs de bisons, ce sont ensuite les chasseurs de loups qui voient leur commerce croître de façon exponentielle. Les Amérindiens, eux, sont pleinement frappés par la disparition des bisons. Chef Joseph aurait dit « Un vent froid s'est levé sur la prairie quand est tombé le dernier bison, un vent de mort pour mon peuple. » Sans surprise, ils s'en prennent parfois avec violence aux coureurs qu'ils rencontrent, notamment ceux qui viennent dans leur propre territoire de chasse malgré les interdits de certaines lois fédérales. C'est le cas au Texas avec les tribus Comanche, Kiowa ou Cheyenne, ou encore les Arapaos, dont le territoire au sud de la rivière Arkansas est sanctuarisé, mais régulièrement pénétré par des groupes de chasseurs de bisons. Ces Amérindiens harcèlent donc les groupes de chasseurs, font beaucoup d'intimidation, essayent de leur voler leurs chevaux, leurs chariots, afin d'avoir du coup derrière des pots directement préparés, mais aussi ils leur tentent des embuscades. Le cas le plus connu, c'est celui de l'attaque d'un groupe de coureurs qui se retranche à Adobe Walls le 27 juin 1874. Les chasseurs se barricadent et repoussent l'attaque de plus d'une centaine de guerriers qui s'en prennent ensuite à des diligences, du bétail et des ranchs des environs par vengeance. Les Indiens savent en fait toutefois que les runners sont très bien armés et qu'ils sont de bons tireurs, donc ils évitent de s'y confronter, on va dire, de façon frontale, sans préparation. Meyer se rappelle notamment d'un moment assez tendu où il était acculé avec plusieurs collègues dans un trou d'eau qui avait des guerriers amérindiens qui leur rôdaient autour, mais au final, il n'y a pas eu d'affrontement. Toutefois, les conséquences de la disparition des bisons ne sont pas que guerrières et violentes. La disparition des bisons modifie la vie des tribus qui en dépendent, ce qui fragilise leur autonomie à l'égard du gouvernement fédéral. Cela accentue aussi les tensions au sein des clans et entre les clans. La chasse se réoriente peu à peu vers des gibiers plus modestes et, ce faisant, la quantité de viande consommée diminuant, cela provoque des disettes, une hausse de la mortalité infantile dans les tribus amérindiennes et un rapetissement des générations. Cette disparition a aussi bien entendu des conséquences sociales et culturelles. Les cérémonies de la chasse au bison, par exemple, perdent de leur sens. Et la disparition des bisons entre dans les mythes amérindiens, comme celui des Kiowa, raconté par Old Lady Horse vers 1960, qui est l'un des mythes les plus connus de la fin du monde, dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Les bisons comprirent que leur fin était proche. Ils ne pouvaient plus protéger leur peuple. Pleins de tristesse, les derniers survivants se rassemblèrent et tinrent conseil pour décider de ce qu'ils allaient faire. Un matin, une jeune femme se leva très tôt. La brume matinale n'avait pas encore fini de se dissiper au-dessus de la rivière Médicine, et, quand elle regarda de l'autre côté de l'eau, elle vit le dernier troupeau comme un rêve de l'esprit. Tout droit vers le mont Scott, le chef du troupeau avançait, avec derrière lui les femelles et les petits, et les quelques jeunes mâles qui étaient encore vivants. Tandis qu'elle était là à les observer, le flanc de la montagne s'entr'ouvrit. À l'intérieur, le monde était frais et verdoyant, comme du temps où cette jeune femme était petite. L'eau des rivières était pure, pas rouge. Les pruniers sauvages étaient en fleurs et l'intérieur de la montagne était tapissé de buissons et de trembles. C'est dans ce monde de beauté qu'entrèrent les bisons, et plus jamais on ne les revit. Les autres Américains sont eux aussi conscients de cette disparition, il ne faut pas croire, même si elle est partiellement marquée par la diminution de l'espace disponible avec l'avancée du front pionnier, qui fait que la densité de bisons peut être sensiblement équivalente. Les coureurs disent que la disparition des bisons n'est pas programmée, mais qu'elle est inévitable, notamment dans la trajectoire de confrontation avec les Amérindiens. Ils n'en sont pas spécialement fiers, mais ils n'en sont pas spécialement honteux non plus. Meyer vous dit par exemple, dans cette phrase restée célèbre, le buffalo n'était pas vraiment adapté à la civilisation blanche en marche. On ne pouvait ni le contrôler, ni le domestiquer. On ne pouvait pas le garder dans un enclos derrière des barbelés. C'était un désaxé, alors il devait disparaître. Meyer, par exemple, perçoit dès le début que l'espèce va disparaître et sa réaction elle est très simple. Eh bien, il investit encore plus dans son équipement pour en profiter un maximum avant que ça n'arrive et avant que ça en profite à d'autres.
L'étude du journal d'Harvey Brown nous montre qu'en fait cet état d'esprit est répandu dans de nombreuses catégories de la population. Brown, c'est un étudiant en biologie et ostéologie qui collabore avec un taxidermiste de la Smithsonian Institution, qui s'appelle William Hornaday. Leur mission elle est simple, eux ils veulent garder une trace de la présence des bisons dont il semble rester à ce moment-là environ 300 survivants seulement aux États-Unis. Pour cela leur méthode est simple, en fait il faut tuer d'autres bisons afin d'avoir des exemplaires empaillés. Ils partent en expédition à l'automne 1888 avec le soutien de l'armée, ils tuent au moins 22 bisons, des spécimens qui d'ailleurs sont encore visibles, notamment il y en a un au Muséum d'Histoire Naturelle de New York, et il y en a un autre au National Museum de Washington. Ils effectuent aussi le dessin d'un grand bison mâle de plus de 700 kg, et afin qu'il reste immobile pendant la séance de dessin, ils vont simplement lui tirer dans l'épaule et dans la jambe pour les casser, et après ils n'ont plus qu'à le dessiner pendant que lui reste immobile, incapable de se mouvoir, et ensuite ils l'abattent pour mettre fin à ses souffrances. Ils sont persuadés de toute façon qu'à la fin de l'année suivante, les cow-boys des environs auront tué tous les bisons survivants. Et ils sont très satisfaits de leur expédition. Brown gagne un emploi auprès de la Smithsonian et Hornaday devient directeur du zoo du Bronx. Hornaday essaye malgré tout de mettre en avant que l'extinction est un problème sérieux et il essaye de s'investir dans la sauvegarde des derniers bisons. En effet, à leur échelle, plusieurs individus tentent de préserver le bison, ce qui est le cas avec Charles Jones, qui est un ancien coureur qui a été dégoûté par le massacre. On a aussi des pétitions qui sont adressées au gouvernement, mais c'est surtout le soutien de personnalités comme John Muir ou Teddy Roosevelt qui donnent du poids à cette cause, qui est associée à celle du parc national, notamment de Yellowstone. La plupart des troupeaux toutefois ont été croisés avec des bovins et seul le parc de Yellowstone peut se targuer de disposer de bisons sauvages depuis le 19e siècle. De nos jours, la WWF estime qu'il y a plus de 300 000 bisons vivant en Amérique du Nord. Ainsi, la quasi-disparition du bison d'Amérique du Nord est liée à une conjonction de facteurs, majoritairement anthropiques, dont l'épisode le plus saisissant est l'intense décennie 1870. L'industrie euro-américaine a besoin de cuir bon marché et la chasse à outrance de ces paisibles herbivores pourrait y pourvoir en complément de l'élevage. Les États-Unis, qui sortent de la guerre de sécession, sont alors parcourus par toute une équipée de jeunes hommes en quête d'aventure, d'enrichissement ou simplement d'une place dans la société et habitués au maniement des armes, en particulier des nouveaux fusils à canon rayé et à chargement par la culasse. Ajoutez à cela qu'il n'y a presque aucune régulation étatique et Frank Meyer vous donne le résultat de cette sinistre équation, on a tué la poule aux œufs d'or. Cependant, le fait que Tatanka ait disparu de l'est du Mississippi dès les années 1820 montre bien que la chasse destinée à l'approvisionnement industriel n'est pas le seul facteur. Rappelons que plus de la moitié de la population de bisons a été tuée en amont de cette décennie et que cet herbivore a perdu à ce moment-là à peu près la moitié du territoire qui était le sien. Cela est dû à plusieurs choses, notamment l'avancée du front pionnier, le recul des tribus amérindiennes, et en plus des coureurs des bois qui s'enrichissent par la chasse, d'autres colons s'en prennent aux bisons par plaisir, pour se nourrir ou pour favoriser encore l'élevage extensif. Les compagnies ferroviaires ont elles aussi un rôle qu'il ne faut pas oublier, d'une part car elles ont incité à la chasse afin de nourrir leurs équipes et de protéger leur matériel et leurs infrastructures, et d'autre part puisqu'elles ont aussi permis le transport rapide et à bas coût des produits de la moisson. À cela s'ajoute l'interruption des routes migratoires ou la limitation de l'accès au pâturage. Quant au gouvernement fédéral, il ne mène pas une politique volontaire d'extermination des bisons, comme on le lit encore souvent. Confronté au défi de la reconstruction, en fait, il n'en a tout simplement pas les moyens, mais il adopte une posture très opportuniste. Aider, tolérer, inciter au peuplement de l'Ouest et à la disparition des bisons fragilise la résistance des Amérindiens et solidifie son emprise. Ces mêmes Amérindiens ont ralenti un temps la progression du front pionnier et indirectement ils ont protégé cet animal si important dans certaines de leurs sociétés. Mais ils ont aussi participé à son déclin, à la fois par les prélèvements nécessaires pour leur autoconsommation, mais aussi puisqu'ils se sont engagés volontairement dans le commerce de la fourrure. Et pourquoi termine-je avec les Amérindiens ? Car aussi bien en histoire que dans les mentalités populaires, il y a une querelle justement sur la participation des Amérindiens à l'extinction des bisons, qui prend très rapidement une tournure banale et racisée de est-ce que c'est le méchant blanc ou le méchant peau rouge qui a fait disparaître le bison ? Et ce qui est très intéressant, c'est que ce débat se perpétue encore de nos jours avec la chasse
actuelle. Car en effet, la chasse au bison se perpétue de nos jours. Elle est contrôlée mais légale dans certaines provinces canadiennes et dans certains États des États-Unis comme l'Utah ou le Montana. Et il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, certains ranchers craignent la propagation d'épidémies avec leur propre bétail. D'autre part, il est parfois nécessaire d'éliminer, on va dire, le surplus d'animaux par rapport aux quotas scientifiques calculés en proportion des pâturages qui leur sont laissés pour survivre. Et depuis une vingtaine d'années, un plan autorise également les Amérindiens à chasser le bison du parc de Yellowstone au nom de la tradition et de la protection de leur identité et de leur culture, mais uniquement si ce sont des bisons qui quittent le territoire protégé du parc. Sans surprise, cela amène à des dérives. Par exemple, durant l'hiver 2022-2023, le froid intense a fait redescendre les troupeaux de Yellowstone plus au sud, troupeau qui a été très chaudement attendu et accueilli par un groupe de chasseurs, et au final, c'est 1/6 de la harde qui a été massacrée, soit environ 1150 individus. Cette polémique a été d'autant plus vive qu'elle a été alimentée par des images montrant des actes de violence gratuite qui ont provoqué l'émotion et la colère d'associations de protection des bisons, à l'instar de la Roam Free Nation. Je vous remercie pour votre écoute.